Un obus a percuté le blindage frontal. Le grincement du métal déchiré a instantanément couvert le rugissement du diesel. 46 tonnes d'acier soviétique venaient de s'engouffrer à pleine vitesse dans une souricière de feu. 8 blindés allemands camouflés contre un seul char en pleine percée. Un canon lourd contre 8 pièces à tube long. Le moteur hurlait, poussant la masse de plusieurs tonnes face à un ennemi invisible. La probabilité de survie tendait vers 0. Nous sommes en 1944, Prusse orientale. Le brouillard automnal a réduit la visibilité à 50 mètres. Le champ de bataille s'est transformé en un mur gris monolithique. L'embuscade a fonctionné. Sokolov, le chef de char, s'agrippa fermement au bord du tourello. Sous le choc monstrueux, sa mâchoire claqua. Un goût âcre de sang envahit immédiatement sa bouche. Le char Iosif Staline II ne s'arrêta pas. S'arrêter signifiait mourir. Le brouillard laiteux et épais était continuellement déchiré par les éclairs jaunes des départs de coups. L'ennemi tirait à l'aveugle. Les tireurs allemands se guidaient au cliquetis grave des larges chenilles et à la vibration du sol gelé. Le blindage moulé bourdonnait sans relâche sous les explosions proches des obus lourds. L'air se satura instantanément de l'odeur corrosive de la poudre brûlée et du métal chauffé à blanc. « Gromov, t'endors pas! Plein gaz !» lança Sokolov dans l'interphone. « Je tiens le régime !» Le râle sourd du pilote mécanicien perça à travers le crépitement des parasites. Gromov manœuvrait les leviers de direction avec force. La lourde machine se jetait brutalement d'un côté puis de l'autre pour briser la ligne de mire de l'ennemi. C'était une manœuvre à l'aveugle au milieu d'une menace constante. Un autre obus laboura la tourelle dans un hurlement, projetant une gerbe d'étincelles. Les 120 mm de blindage frontal encaissèrent le coup. Le métal absorba l'énergie cinétique, infligeant à l'équipage une onde de choc sourde. Chaque impact résonnait comme un tintement lugubre. Leur corps absorbait la vibration fine des coups portés à la carcasse. Le brouillard dissimulait efficacement les silhouettes ennemies. 8 chars moyens, Panthère, formaient un fer à cheval classique. Le cercle se resserrait. Les canons de 75 mm crachaient méthodiquement leur acier. La densité du feu augmentait à chaque seconde. Sokolov se colla aux instruments d'observation. La vitre du triplex s'était couverte d'une toile dense de micro-fissures suite à l'explosion proche d'une munition à fragmentation. Le champ de vision se réduisit à une bande trouble de brume grise. L'instinct dictait l'unique règle de survie. Interdiction de rester immobile. Nulle part où reculer. Seulement l'avant. Sous un feu croisé d'enfer. Le chargeur s'effondra lourdement sur ses genoux, tentant désespérément de garder l'équilibre. Sous ses bottes, les douilles vides roulaient avec fracas. Le plancher antidérapant tressautait violemment. La machine bondissait brutalement sur les ornières profondes de la route défoncée. Le chargement des munitions à charge séparée exigeait des efforts physiques colossaux. Chaque mouvement provoquait une douleur sourde. Les mains du chargeur tremblaient sous la tension. Le métal des douilles brûlait ses paumes à travers ses gants de toile épaisse. Il ne restait presque plus d'espace libre à l'intérieur de la tourelle. « Cible !» expira le tireur. Une ombre floue surgit sur la droite. Le brouillard s'écarta une fraction de seconde, dévoilant une silhouette anguleuse, son long canon caractéristique et son frein de bouche. « Perforant, garde le cap !» ordonna Sokolov. Les instincts remplaçaient la tactique. Dans un combat aveugle, c'est le tir le plus rapide qui l'emportait. La lourde culasse à coin claqua bruyamment. L'obus de 122 mm, pesant 25 kg, entra dans la chambre
avec un choc sourd. La gargousse suivit. « Prêt !» Le cri du chargeur se mua en un râle rauque. Un nouvel impact direct ébranla la lourde carcasse. Le char fit une embardée brutale vers la gauche. Un grincement strident de maillons déchirés retentit. La chenille gauche perdit son adhérence, le métal accrochant durement le bord d'un large cratère. La vitesse chuta instantanément à un seuil critique. La machine se figea dans le réticule de 8 canons. Le moteur diesel s'étouffa, le régime tombant en flèche. « Gromov, sors-nous de là !» rugit Sokolov. Un coup sec sur les leviers glacés. La pédale d'accélérateur s'enfonça dans le plancher. La transmission hurla de douleur. Le pilote mécanicien tira du moteur le maximum absolu de sa puissance. Le patin d'acier mordit à nouveau la terre. Des mottes de boue mouillée et de glace volèrent dans toutes les directions. La machine se redressa lourdement, s'arrachant de la fosse. L'allure commença lentement à se rétablir. Cette seconde d'hésitation avait failli être le point final. Le brouillard se referma à nouveau. Les tireurs allemands corrigèrent froidement leurs tirs au son du moteur rugissant. Les obus tombaient de plus en plus près de la poupe. La terre tremblait sous les explosions. Sokolov évaluait la situation. Un calcul froid prédisait la destruction totale de l'engin soviétique dans les 3 prochaines minutes. Le blindage ne pouvait pas tenir éternellement. La fatigue structurelle s'accumulait à chaque nouvel impact. Des micro-fissures se propageaient sur la plaque frontale. Les soudures craquaient sous la pression cinétique colossale. 8 canons garantissaient de percer le blindage en concentrant leur feu. Il fallait d'urgence réduire la distance. Engager un combat rapproché, brutal. La longueur des canons allemands devait devenir leur principale faiblesse en manœuvre. « Gromov, 10 degrés à gauche, droit sur leur lueur. »« Reçu !» Le char se jeta aveuglément au plus dense de la nasse de feu. Une attaque frontale contre l'embuscade. Un obus perforant effleura le flanc droit de la tourelle, arrachant net les poignées de maintien en métal épais. L'odeur de roussi s'intensifia brusquement. Une fumée bleuâtre envahissait rapidement l'étroit compartiment de combat. Respirer devenait insupportablement difficile. Les yeux pleuraient à cause de la concentration de gaz de tir. La gorge brûlait à cause de la poussière métallique. À l'intérieur de la boîte de fer tremblante, les hommes travaillaient aux limites de leur capacité physique. Le chargeur s'écorchait les mains jusqu'au sang contre le métal brut de la culasse, manipulant sans relâche les lourdes munitions. Le tireur avait les yeux rivés sur l'optique étroite du viseur. Le sang coulait abondamment d'un sourcil ouvert contre l'œilleton, inondant son œil. Sokolov dictait la direction de manière monotone à travers le fracas. La voix du chef de char restait calme, dure, dénuée de la moindre émotion. La peur s'était totalement consumée dans les premières secondes. Il ne restait que le réflexe musculaire, la froide mécanique de la survie. Devant, une nouvelle silhouette surgit brusquement du voile gris. Le vent déchira le brouillard un instant. La distance se réduisit à toute allure à 40 mètres. Le canon de l'engin allemand visait précisément le glacis inférieur du char soviétique. Tout se jouait à des fractions de seconde. Feu! Le coup du canon lourd coïncida avec un nouvel impact direct d'un obus ennemi sur la tourelle. Un tintement assourdissant frappa les tympans de l'équipage. La lumière dans le compartiment de combat s'éteignit instantanément. Le fracas des chenilles déchirait l'ouïe. Le grincement assourdissant des larges patins d'acier sur la pierre gelée couvrait le bourdonnement sourd
du massif diesel. La lourde machine écrasait inexorablement la terre labourée par les cratères. Dans le serre-tête de Sokolov, la radio crépita violemment. L'éther perça les parasites par une phrase courte et sèche. L'ogre de l'état-major ne laissait aucune marge de manœuvre. Percer le cercle de l'embuscade allemande à n'importe quel prix. Le commandement misait tout sur cet engin lourd solitaire. On jetait le char droit sur un ennemi supérieur en nombre. La machine était devenue l'unique bélier capable de percer une brèche dans la ligne de défense des unités blindées allemandes. Reculer signifiait l'échec total de l'offensive. Sokolov accusa l'information en silence, ses mâchoires se serrant davantage. Le char ne ralentit pas une seule seconde. L'aiguille du compte-tours tremblait constamment dans la zone rouge. La machine était secouée brutalement sur la route, défoncée par l'artillerie. 46 tonnes d'acier moulé et de blindage laminé bondissaient sur les trous profonds. À l'intérieur de l'étroit compartiment de combat, c'était un enfer d'épuisement physique. Le chargeur travaillait à l'extrême limite de l'endurance humaine. Le chargement des munitions à charge séparée s'était transformé en une torture ininterrompue. Le tube de 122 mm exigeait une alimentation constante. Il fallait extraire l'énorme obus perforant de 25 kg du casier étroit pendant un tangage furieux. Une secousse soudaine projeta le chargeur sur le plancher froid. Ses mains glissèrent. La chair à vif s'arracha contre le bord d'acier de la culasse. Le sang gicla sur le métal brûlant. Une douleur aiguë transperça son avant-bras, mais il se contenta de grogner sourdement. Il ne s'autorisa pas un instant d'arrêt. Ses doigts ensanglantés s'agrippèrent à nouveau à l'acier lisse de la lourde douille. Les muscles de son dos craquèrent sous la tension. Le métal entra dans la culasse avec un fracas sourd. Le massif bloc de culasse claqua sèchement, coupant tout retour en arrière. La pièce lourde venait d'avaler sa nouvelle ration de mort. Dans la tourelle étroite, les gaz de tir toxiques s'accumulaient rapidement. L'extracteur de fumée ne parvenait absolument pas à gérer l'intensité du combat. Le gaz bleuâtre brûlait impitoyablement les yeux. Respirer devenait physiquement douloureux. Chaque inspiration convulsive brûlait les poumons d'une fumée chimique corrosive. L'oxygène se raréfiait dans ce huis clos. L'équipage étouffait lentement dans la boîte d'acier brûlante. Les visages des tankistes étaient couverts d'une croûte de suie mélangée à de la sueur froide. Leurs yeux étaient rouges, enflammés par la tension et la fumée. La température grimpait inexorablement. Une chaleur étouffante émanant du moteur poussait à bout. À l'extérieur, une tempête de feu faisait rage. Le blindage tressaillait sous les coups cinglants des éclats et des ricochets hurlants. La vie s'était réduite aux rayons microscopiques de la capsule d'acier. Au-delà, il n'existait qu'une mort instantanée. Un autre obus ennemi fit exploser la terre à peine à 1 mètre du flanc gauche. Une onde de choc monstrueuse frappa le train de roulement. Le char partit brutalement en dérapage sur la boue glissante. « Gromov, tiens la machine! Écrase-les !» croassa Sokolov dans l'interphone. « Je la sors !» rugit le pilote mécanicien entre ses dents serrées. Gromov pesa de tout son poids sur les leviers des embrayages de direction. Le fer résistait désespérément. Les muscles de ses épaules brûlaient sous la charge insupportable. Le puissant moteur diesel rugissait péniblement, s'étouffant par manque d'air pur. Le pilote projeta la masse d'acier dans un bond en avant brusque et imprévisible. Les larges chenilles mordirent la terre gelée
dans un grincement sauvage, projetant des fontaines de glace et d'étincelles. La trajectoire du char se brisait à chaque seconde. Les tireurs allemands perdaient leur visée dans le brouillard. Les obus ennemis déchiraient le vide, là où se trouvait l'engin soviétique une seconde plus tôt. L'instinct de survie avait évincé la peur. Il ne restait qu'un travail mécanique. Le mouvement était devenu l'unique forme d'existence. Le brouillard automnal ne laissait aucune chance à l'erreur. Le contrôle visuel s'était réduit à la longueur de leurs propres canons. Chaque irrégularité sur la route pouvait être le point final. Chaque silhouette sombre, surgissant de la brume, portait une menace inévitable. Le char réduisait inexorablement la distance avec un ennemi invisible, mais mortel. Les sons des explosions s'étaient fondus en un bourdonnement infini. Les nerfs des hommes étaient tendus comme des câbles d'acier. L'équipage s'était transformé en un mécanisme biologique unique, intégré à la machine. La raison avait cédé la place à un flair animal. Sokolov faisait pivoter son épiscope sans arrêt, malgré une douleur lancinante à la nuque. La vibration constante de la carcasse blindée l'avertissait. L'ennemi était tout près. L'embuscade resserrait son nœud d'acier. Soudain, le voile épais du brouillard tressaillit. Une tache sombre commença à prendre les contours rigides du blindage frontal d'un engin lourd allemand. La distance s'effondrait. Le brouillard éclata, se déchirant en lambeaux gris. La distance tomba brutalement à 30 mètres. De la brume, imprégnée de fumée, surgit une ombre immense. Les larges patins de l'engin ennemi malaxaient lourdement la terre prussienne. Le long canon, avec son imposant frein de bouche, regardait droit dans le nez du char soviétique. Un panthère. L'ennemi avait attendu le moment idéal. À bout portant, le blindage serait percé à coup sûr. Un éclair jaune aveuglant jaillit de la bouche du canon ennemi. L'obus de 75 mm partit vers sa cible. Le temps s'arrêta. Les pensées disparurent. La raison se déconnecta totalement au profit d'un réflexe primitif. Gromov agit une fraction de seconde plus vite que la mort. Le levier gauche de l'embrayage de direction partit en position extrême, à fond, jusqu'au craquement de l'articulation de l'épaule. La chenille gauche se bloqua net. Le métal grassa. Le patin droit continua de déchirer le sol au régime maximum. 46 tonnes de métal perdirent leur trajectoire rectiligne dans un dérapage incontrôlé. Un travers. La lourde carcasse pivota brutalement. L'inertie projeta l'équipage contre les cloisons d'acier. Les maillons raclaient les pierres du pavé dans un sifflement strident. L'odeur de métal brûlé et des bandes de frein chauffées à blanc frappa les narines. Le char se retrouva selon un angle aigu par rapport à la ligne de feu ennemie. L'obus ennemi frappa la tourelle biseautée. L'angle de rencontre ayant changé au tout dernier moment, le blindage encaissa le choc de manière tangentielle. Une gerbe d'étincelles blanches aveuglantes découpait le brouillard. Le métal hurla. L'obus lourd, dans un sifflement insupportable, partit en ricochet au-dessus de la tête des tankistes. L'onde de choc ébranla la machine des patins jusqu'au tourelleau. À l'intérieur, les plafonniers éclatèrent. Une pluie de débris de verre et de calamine métallique se détacha du plafond, aveuglant les hommes. Un sang noir jaillit du nez du tireur.
Un goût de cuivre persistant apparut dans les bouches. Le moteur s'étouffa, mais l'inertie continuait de pousser le char soviétique vers l'avant. Gromov lâcha les leviers. Éviter la collision était désormais impossible. Il ne restait une issue, l'éperonnage. 46 tonnes d'acier percutèrent de plein fouet le flanc de l'engin allemand. Le fracas de la collision couvrit la canonnade. Les soudures de la carcasse craquèrent. Le train de roulement du Panthère se brisa sous la pression monstrueuse. Ses galets imbriqués furent instantanément broyés. Les chenilles éclatèrent comme des cordes d'acier rompues. Le char allemand s'inclina lourdement. Le métal déchirait le métal dans un grincement sauvage qui pénétrait droit dans le cerveau. La lourde machine soviétique surplombait le flanc écrasé de l'ennemi. La distance était tombée à zéro. Le long tube du canon de 122 mm vint buter contre le blindage de la tourelle du Panthère, arrachant le revêtement d'Imérite. « Cible !» croassa Sokolov, une salive sanglante giclant sur son micro. « Je tape !» expira le tireur dans un effort suprême, pesant de tout son poids sur la pédale de tir. La pièce massive cracha une gerbe de flammes. L'énorme obus perforant frappa le blindage latéral mince à bout portant. L'énergie cinétique fut dévastatrice. Le blindage éclata, l'obus traversant les entrailles de la machine de part en part. La culasse éjecta la douille fumante sur le plancher jonché de ferraille. À l'intérieur du char allemand, les munitions s'enflammèrent instantanément. Des dizaines d'obus détonèrent. La terre trembla sous une explosion interne d'une force gigantesque. La tourelle massive du Panthère fut arrachée de son chemin de roulement dans un grincement sinistre, s'envolant sur une colonne de flammes. L'onde de choc frappa la plaque frontale du char soviétique. Des flammes léchèrent les fentes des triplex. L'ennemi avait cessé d'exister. À la place de l'engin d'élite, il ne restait qu'une carcasse fumante. L'équipage agissait par pur automatisme. Le pilote mécanicien enfonça l'embrayage, forçant le char mutilé à se dégager des restes broyés de l'ennemi. Le diesel remonta en régime. Une fumée noire bouchait la vue. La survie exigeait un mouvement ininterrompu. L'épave ennemie s'était transformée en une torche hurlante. Le lourd char soviétique glissa de la carcasse déchirée, ses chenilles broyant les débris du train de roulement adverse. Le cercle de l'embuscade venait de subir une brèche profonde. Mais la machine ne ralentit pas. Réduit à la vitesse signifiait une mort certaine. Les survivants des pièces anti-chars allemandes déplaçaient en hâte leur feu sur le monstre. L'air se remplit du sifflement des éclats. Gromov dirigeait la masse de 46 tonnes à l'instinct, sentant la trajectoire de la mort à travers sa peau. Les leviers tressautaient dans ses mains usées jusqu'au sang. Le char était jeté brutalement d'un côté puis de l'autre, brisant les visées des artilleurs allemands. Les lourds obus déchiraient le vide à peine à 1 mètre de la tourelle. L'équipage survivait par miracle dans cette tempête d'acier. Le brouillard commença à se mêler à une poussière de briques étouffante. Devant, les faubourgs de Königsberg surgirent du voile gris. Les rues étroites s'étaient transformées en une bande continue d'obstacles. Une barricade massive de pierres, de sacs de sable et de poutres d'acier barrait la route. Gromov ne chercha pas à contourner. Il écrasa l'accélérateur. Le moteur de 520 chevaux rugit à l'extrême limite. La carcasse d'acier frappa le centre de la barrière. La maçonnerie vola en éclats. Les poutres se courbèrent, griffant le ventre blindé dans un sifflement écœurant. Le char défonça le barrage, laissant derrière lui
une large percée sous une pluie de gravats. Les chenilles écrasaient impitoyablement les débris en une fine poussière grise. Tout autour, des dépôts de munitions dissimulés explosaient, secouant la machine. Une poussière de ciment corrosive boucha les fentes des triplex. Les instruments d'optique étaient aveugles. La cécité était devenue l'ennemi principal. Les yeux des tankistes pleuraient sans arrêt. À l'intérieur de la boîte d'acier, les hommes étouffaient. La température avait dépassé tout seuil critique. Une sueur collante inondait les visages noirs de suie, se mélangeant à la fumée et au sang. Les tympans pulsaient douloureusement. L'ouïe avait disparu, remplacée par une vibration de la carcasse qui rendait fou. Les mots n'avaient plus de sens. Les ordres passaient par des poussées sèches ou des grognements dans le laryngophone trempé. L'équipage n'était plus qu'un mécanisme destructeur unique. Les muscles du chargeur jetaient les obus dans la culasse par automatisme. Les mains du tireur étaient soudées au volant de pointage. Sokolov dirigeait ce corps d'acier aveugle par des pressions précises sur les épaules de ses hommes. Une symbiose totale s'était installée. Aucun geste inutile, aucun doute, seulement le mouvement. L'illusion d'invulnérabilité totale, apparue une fraction de seconde, se retourna immédiatement contre eux avec une cruauté fatale. Embusqué derrière l'angle écroulé d'un bâtiment de briques en ruine, un canon anti-char soigneusement camouflé ouvrit soudain le feu. Un tir tendu, à bout portant. Le lourd projectile perforant percuta le flanc droit de la coque dans un fracas de métal déchiré. L'épais blindage moulé gémit longuement sous la pression colossale. L'acier se courba dangereusement vers l'intérieur du compartiment de combat, mais finit par encaisser le terrible choc cinétique. Les soudures de haute qualité éclatèrent avec un bruit cristallin. Une gerbe de métal incandescent jaillit dans l'espace exigu. Des éclats internes du blindage, tranchant comme des rasoirs, s'enfoncèrent profondément dans l'épaule gauche du chargeur. Il poussa un cri sourd et bref, avant de s'effondrer lourdement sur le plancher antidérapant, jonché de douilles glissantes. La cadence de tir de la pièce fut instantanément brisée. « Vivant !» aboya sèchement Sokolov, sans détacher son regard du viseur trouble une seule seconde. « Entier, je fais mon job !» répondit une voix sourde et rauque à travers des dents serrées par une douleur insupportable. Dans un ultime effort de volonté, le chargeur se redressa sur ses jambes tremblantes. Un sang sombre coulait par saccades sur sa vareuse maculée de graisse et de sueur. Son bras gauche, percé, pendait, inerte. D'une seule main, la droite, il saisit convulsivement un lourd obus perforant de 25 kilos. Il s'appuya de tout son poids contre le métal froid, le refoulant dans la culasse avec un râle atroce. « Prêt ! Feu !» La riposte foudroyante du canon de 122 mm pulvérisa l'angle du bâtiment, fauchant les servants allemands. Des briques broyées et d'énormes blocs de béton volèrent haut dans les airs. Le nid de résistance mortelle fut rayé de la carte. Mais le répit tant attendu ne vint pas. Le moteur diesel en sur-régime commença à donner des signes de faiblesse inquiétants. La fumée épaisse et huileuse des incendies encrassait les admissions d'air. Le régime moteur se mit à chuter dangereusement. Le pilote manipulait désespérément la pédale d'accélération, tentant à tout prix d'empêcher le moteur épuisé de caler. Tomber en panne dans cette souricière de pierre signifiait devenir une cible immobile. Le lourd char soviétique poursuivait, au bout de ses forces,
sa course aveugle à travers les ruines en flammes. Chaque seconde de ce mouvement ininterrompu consumait les maigres restes d'énergie de l'équipage. Le potentiel de la machine blindée s'épuisait à vue d'œil. Les ressources physiques des hommes étaient taries depuis longtemps. Ils ne restaient conscients que par pure obstination et par un désir primitif de survie. L'acier semblait fondre sous la tension extrême. L'air à l'intérieur du compartiment de combat vibrait sous une chaleur insoutenable. Le diesel tournait à plein régime. La lourde machine soviétique forçait les derniers mètres de la zone urbaine. Le train de roulement broyait dans un craquement les gravats et le métal tordu. Il ne restait qu'une courte poussée avant le point de percée prévu. L'équipage ne tenait que sur l'adrénaline pure et la mémoire musculaire. L'air dans l'habitacle exigu brûlait les poumons de ses composants chimiques âcres. Le radiomitrailleur arracha soudain son serre-tête en cuir. Les écouteurs frappèrent la cloison d'acier dans un bruit sourd. Son visage se crispa sous l'effet d'une tension extrême. Il venait d'intercepter un signal radio ouvert. Une commande allemande, brève et tranchante, déchira l'éther. L'embuscade ne s'arrêtait pas au faubourg. La menace principale entrait à peine sur sa ligne de tir. Devant eux s'étendait une place ouverte, balayée par les feux croisés. Les hautes ruines s'écartèrent, révélant un voile épais de poussière de ciment et de suie qui flottait lourdement au-dessus des pavés défigurés par les cratères. Le vent frappa brusquement le centre de la place. La poussière se déplaça à contre-cœur, révélant un panorama de désolation. Droit devant le char soviétique, une silhouette basse et anguleuse surgit de la brume grise. Sa carcasse blindée, absolument noire, se confondait parfaitement avec les ombres profondes des bâtiments détruits. Un char lourd, allemand. Un prédateur en embuscade. L'outil d'un chasseur expérimenté. Cet ennemi d'élite avait pris d'avance une position impeccable pour un tir mortel. Le long tube du canon de 88 mm pointait déjà directement vers le glacis frontal du char soviétique. L'équipage ennemi ne perdait pas de temps à viser. Il connaissait exactement la trajectoire de la machine soviétique en pleine percée. Le commandant allemand avait calculé la manœuvre de Sokolov au centimètre près. C'était un miroir effrayant. Le même instinct animal, le même automatisme impitoyable de professionnels aguerris. Ils brûlaient d'anéantir cet équipage à n'importe quel prix. Ils attendaient précisément ce moment. Le char noir tira le premier. Un éclair jaune aveuglant déchira le crépuscule de la tempête de poussière. L'obus perforant franchit la distance en une fraction de seconde. Un choc terrible, écrasant, ébranla les 46 tonnes d'acier soviétique. La machine sursauta brusquement vers l'arrière, dans un fracas métallique, comme si elle avait percuté de plein fouet un mur de béton invisible. Un sifflement strident lacéra les tympans. L'éclairage de bord s'éteignit net. Le compartiment de combat fut plongé dans une obscurité absolue, épaisse, palpable. L'odeur âcre des câbles électriques brûlés frappa les narines. Des étincelles bleues provenant d'un court-circuit jaillirent du tableau des distributions. Le temps se figea. L'air se comprima en une boule compacte, brûlante. 3 longues secondes de silence total parurent une éternité. Puis, sous le plafond, la lampe de secours clignota faiblement. Une lueur rouge d'alarme arracha aux ténèbres les visages couverts de suie de l'équipage. Le blindage frontal de 120 mm avait encaissé un coup direct. L'énergie cinétique monstrueuse s'était dissipée dans une profonde déformation de la plaque supérieure.
Les épaisses soudures craquèrent de manière menaçante, mais maintinrent par miracle l'intégrité de la structure. « Rapport !» La voix du commandant Sokolov résonna, sèche, sans le moindre tremblement. « Le blindage tient, on roule encore !» répondit Gromov, le pilote, d'une voix hachée, agrippant ses leviers de ses doigts blanchis. « Canon opérationnel, mise à feu électrique intacte !» Le pointeur se colla par réflexe à l'œilleton en caoutchouc de l'optique. « On n'est pas encore mort !» cracha méchamment le chargeur blessé. De sa seule main valide, il poussait avec force un nouvel obus dans la culasse fumante. Une constatation des faits brève, extrêmement dure. Aucune émotion superflue. Juste une évaluation professionnelle de la capacité de combat. Le char mutilé s'était transformé en une bête traquée, mais redoutable. L'ennemi ne tentait pas de changer d'abri. Le char noir restait immobile, tel un bloc de granit au milieu des ruines fumantes. L'as allemand rechargeait son canon avec une méthode assurée. Il savait que le second tir serait définitif. Les points vulnérables du char adverse lui étaient familiers. La fente de vision du conducteur, le mantelet du canon, le puits de tourelle. Le pointeur allemand corrigeait son tir à travers son optique de précision, froidement. La distance du duel ne dépassait pas 400 mètres. La distance idéale pour une mise à mort garantie. Sokolov évalua instantanément le rapport de force. Dans un affrontement frontal en terrain découvert, leurs chances de survie étaient nulles. Le canon soviétique de 122 mm possédait une puissance dévastatrice, mais accusait un retard critique en cadence de tir face au canon long allemand. Le chargement séparé des munitions exigeait un temps précieux. L'ennemi tirait plus vite. L'ennemi tirait plus juste. L'impact direct avait causé une commotion cérébrale sévère à tout l'équipage. Des cercles sombres flottaient devant leurs yeux. Le sang battait lourdement dans leurs tempes, décomptant les instants avant la prochaine salve. Le bloc moteur fonctionnait avec des ratés violents, s'étouffant par manque d'oxygène dans l'air saturé de fumée. La machine était devenue une cible parfaite sur le fond clair de la poussière de ciment. Reculer était impossible dans ces rues étroites. Présenter le flanc vulnérable signifierait une mort instantanée par l'explosion de la soute à munitions. Gromov, par instinct, fit avancer le char par saccades, tentant de fausser les réglages du tireur adverse. Les larges chenilles claquèrent sur la pierre brisée. En face, la machine noire fit pivoter imperceptiblement son long tube, suivant avec précision chaque manœuvre. Le chasseur tenait sa proie au bout d'une laisse d'acier. La tension atteignit son paroxysme. Le blindage vibrait. Le second obus était déjà dans la culasse ennemie. Le duel statique s'engagea. La place se transforma en une arène mortelle. Le char soviétique fit feu le premier pour tenter de prendre l'initiative. Le canon de 122 mm cracha une gerbe de flammes. L'obus de 25 kg traversa l'espace. L'impact produisit un grincement perçant de métal déchiré. Le blindage frontal impénétrable du char noir encaissa le coup. L'angle d'inclinaison des plaques d'acier joua son rôle. Le projectile ricocha dans un hurlement sauvage. Une gerbe d'étincelles jaillit, et le carburant répandu par des véhicules détruits s'enflamma instantanément, dévorant la ferraille morte autour des duellistes. L'ennemi répondit immédiatement. Le second obus de 88 mm percuta de plein fouet le mantelet du canon soviétique. Un fracas monstrueux ébranla la carcasse. À l'intérieur de la tourelle, la pression grimpa brusquement. L'air se comprima en une masse insupportablement lourde. Un sang noir jaillit du nez du pointeur. Ses tympans
semblait s'enfoncer sous la douleur. L'oxygène avait brûlé. L'extracteur de fumée brassait impuissamment une épaisse vapeur de poudre bleuâtre. Un sang visqueux inondait le menton du pointeur, tombant en lourdes gouttes sur les mécanismes de pointage. « Le blindage tient !» cracha le pointeur avec un caillot de sang. « Charge un perforant !» rugit Sokolov d'une voix rauque. « Gromov, bouge la machine !» Le pilote s'agrippa au levier glissant. Les muscles de son dos se figèrent dans une crampe incessante. Il tira brusquement le levier de direction gauche. La machine de 46 tonnes vira. Un autre but allemand passa dans un hurlement prolongé à quelques centimètres de la tourelle. Le blindage résonna sous l'onde de choc. Gromov jetait le char d'un côté à l'autre parmi les débris en feu, tirant du diesel épuisé ses derniers restes de puissance. S'arrêter signifiait mourir. Le chargeur blessé travaillait au-delà des capacités humaines. Sa main droite, valide, saisit une nouvelle munition. Ses muscles craquèrent sous la tension. Il engouffra le massif obus dans la culasse fumante. Le bloc de culasse se referma dans un claquement sec. Le canon engloutit une nouvelle portion de mort. « Prêt !» Le cri sauvage du chargeur se termina en une toux rauque. Le char tira de nouveau. Le recul projeta le tube vers l'arrière. La douille vide fut éjectée sur le plancher jonché de ferraille. Un autre coup direct sur la machine ennemie et, de nouveau, un ricochet brutal. Le blindage noir de l'as allemand encaissait tout. C'était un hachoir d'acier. Blindage contre blindage. Le grincement du métal écrasé couvrait le rugissement des moteurs. L'ennemi martelait méthodiquement le glacis soviétique. Des micro-fissures rampaient sur l'acier moulé. Les soudures craquaient sous la pression cinétique extrême. Les deux équipages agissaient par pur automatisme. Une coordination mécanique parfaite. Le pointeur allemand cadrait les points vulnérables dans son optique. Gromov brisait la trajectoire à la dernière seconde. Les étincelles des ricochets éclairaient la place enfumée. Les flammes léchaient les chenilles. La température atteignit son point limite. Les hommes suffoquaient dans les vapeurs de poudre. La sueur brûlait leurs yeux. Leur corps n'était plus qu'un bloc de nerfs tondu à l'extrême. La machine soviétique recula brusquement, broyant les débris d'un mur. Le moteur rugissait péniblement. Chaque changement de rapport coûtait à Gromov une douleur insupportable dans ses paumes écorchées. Le levier de vitesse opposait une résistance farouche. Le métal chauffait. Le hurlement de la transmission vrillait les oreilles. L'ennemi ne lâchait pas sa cible. Le char noir faisait pivoter sa tourelle, lentement, inéluctablement. Le long tube suivait chaque sursaut chaotique de la machine soviétique. Un autre éclair jaune déchira la fumée. L'obus allemand frappa le glacis supérieur. L'énergie du choc fit cabrer l'avant du char. La machine retomba lourdement. Le métal gémit. Des éclats internes de blindage jaillirent dans le compartiment. Un éclat brûlant entama la joue du pointeur. Il ne scia même pas, ses mains serrant les volants de pointage, son œil fixé sur la lentille du viseur. « Il nous a ratés, l'enfoiré !» croissa Gromov, écrasant la pédale de frein. « On n'en encaissera pas un autre de face !» répondit le pointeur entre ses mâchoires serrées. Le sang continuait de couler de son nez sur sa poitrine. « Distance, 200 mètres !» La voix de Sokolov restait sèche et dure. Le duel d'artillerie classique était perdu d'avance. L'acier ennemi et la cadence de tir allemande ne laissaient aucune chance. Un échange régulier menait à la mort. Il fallait briser les règles, casser le calcul mathématique de l'as allemand. Une approche suicidaire était nécessaire.
Le commandant prit la seule décision possible. Le niveau de risque passait au stade de la folie pure. La décision fut prise en un éclair. Sokolov écarta les mathématiques du duel. « Gromov, plat gaz, droit sur lui, éperonne-le !» L'ordre sec trancha l'ouïe à travers le crépitement des laryngophones. « Reçu !» rugit le pilote. Gromov n'hésita pas. Sa botte enfonça la pédale d'accélération dans le plancher. Le colosse de 46 tonnes bondit en avant avec fureur. La transmission hurla, digérant un couple colossal. La distance se réduisait de manière fulgurante. 200 mètres, 150 mètres. La machine soviétique se lançait dans une attaque frontale, s'exposant directement aux tirs du 88 allemand. La silhouette noire de l'ennemi grandissait rapidement dans les épiscopes. À l'intérieur du compartiment chauffé à blanc, un silence de mort s'installa, seulement rompu par le rugissement du diesel et le grincement des pierres. Les cœurs battaient par coups lourds. Le sang cognait dans les tempes comme un métronome implacable. La respiration saccadée de l'équipage s'échappait en courts nuages dans les vapeurs de poudre. Le poids de l'impact mortel attendu pesait physiquement sur leurs épaules. Chaque tankiste sentait que le pointeur ennemi rattrapait doucement le jeu de sa détente. 100 mètres. « Attends !» croassa Sokolov. Le commandant agrippa les poignets de son épiscope. La sueur inondait ses yeux. Gromov ne faisait plus qu'un avec ses leviers. Ses mains mutilées ressentaient la moindre vibration de la coque. L'instinct du pilote travaillait pour anticiper la mort. 80 mètres. Le tube noir de l'ennemi tressaillit, verrouillant définitivement sa cible. « Maintenant !» Une fraction de seconde avant l'éclair de la salve ennemie, Gromov tira violemment le levier de direction gauche, jusqu'en butée. Simultanément, la chenille droite continua de déchirer les pavés à plein régime. C'était la manœuvre fétiche, le pivot brutal sur une chenille. 46 tonnes d'acier furent projetées dans une embardée sauvage. La carcasse pivota sous un angle aigu dans un grincement assourdissant. Les galets de roulement hurlèrent, arrachant des fontaines d'étincelles à la pierre. Le tir de l'as allemand déchira l'air saturé de poussière. L'énorme obus perforant fendit la brume là où se trouvait un instant plus tôt le centre du glacis soviétique. Le calcul idéal de l'ennemi s'effondra. La trajectoire s'était décalée. Le lourd projectile au tungstène frappa le bord du tourello du chef de char. Les soudures éclatèrent. Un morceau de blindage fut arraché dans un fracas à rompre les tympans. Des éclats brûlants jaillirent à l'intérieur en une pluie mortelle. Sokolov fut projeté contre la cloison. Un sang visqueux inonda son visage, s'écoulant d'une entaille au front. Son tympan gauche éclata. Le monde fut plongé dans un sifflement sourd et monotone. Mais la manœuvre insensée avait fonctionné. La distance fatale avait été franchie avec succès. La visée parfaite et ajustée de l'ennemi se retrouvait définitivement faussée. Le char noir allemand venait de perdre irrémédiablement les précieuses secondes nécessaires au rechargement de son canon lourd et au rétablissement de sa lime de feu. L'initiative était passée tout entière entre les mains sanglantes et calleuses de l'équipage soviétique. « Vise le train de roulement !» rugit Sokolov avec fureur, se redressant avec peine et crachant un sang sombre et épais sur le plancher strié, jonché de douilles glissantes. Le tireur colla son visage ensanglanté contre l'optique intacte de la lunette télescopique. Ses doigts, fébriles mais d'une précision extrême, tournaient millimètre par millimètre les volants rigides de pointage en site et en gisement. Le réticule de la visée trouble tressauta brièvement avant de se fixer implacablement sur la poulie de tension vulnérable
et le premier maillon de la chenille de la machine noire ennemie. Un calcul balistique froid et précis s'établit, malgré une visibilité quasi nulle et un stress nerveux paroxystique. Cible. Feu. La pièce massive de 122 mm cracha la mort dans un hurlement. Le lourd obus perforant, pesant près de 25 kg, quitta le tube fumant dans un fracas assourdissant. Un choc cinétique monstrueux ébranla la place pavée. La large chenille du char allemand vola en éclats métalliques déformés. Les lourds maillons d'acier jaillirent de toutes parts dans un sifflement sinistre, telle une gigantesque mitraille, transperçant de part en part les épais murs de briques des ruines environnantes. Les galets de roulement cédèrent avec un craquement sec sous le poids colossal de la carcasse blindée de plusieurs tonnes qui s'affaissait. Le char noir allemand sursauta violemment, impuissant, avant de s'immobiliser à jamais dans un nuage de poussière. Le prédateur d'élite, jusqu'alors insaisissable, venait de se transformer instantanément en une cible d'acier immobile et totalement paralysée. L'agonie de l'ennemi vaincu ne suscitait pas la moindre émotion. À l'intérieur de ces hommes brisés ne subsistait que le calcul froid, méthodique et absolument impitoyable d'un bourreau professionnel. Le chargeur blessé, râlant sourdement sous l'effet d'une douleur lancinante et insupportable dans son bras gauche, transpercé par un éclat, expédia d'un effort de volonté surhumain l'obus lourd suivant dans la culasse brûlante. Le claquement métallique clair de la massive culasse à coins résonna dans la tourelle enfumée comme une sentence de mort sèche et définitive. Gromov fit pivoter la caisse meurtrie de la machine soviétique avec fluidité, sans à-coups, offrant à son tireur un angle de tir idéal, à 100%, sur le blindage latéral relativement mince du char noir immobilisé. Perforant, en plat flanc. L'ordre tranchant et sec du commandant ne laissait aucune place à l'hésitation. Le réticule de visée se posa avec précision juste sous la base de l'énorme tourelle ennemie. La même où, profondément enfoui dans la caisse, se cachait le râtelier de munitions complet de l'adversaire. Coup parti. Un nouvel impact d'une puissance de pénétration foudroyante. L'énorme obus perforant transperça l'acier latéral allemand comme du beurre. Le blindage du char d'élite ennemi éclata dans un grincement écœurant. Le métal avait cédé. Le duel mortel touchait à sa fin brutale. L'ennemi brûlait. Une immense colonne d'une épaisse fumée noire s'élevait lentement au-dessus de la carcasse défigurée de la machine allemande. À l'intérieur du corps déchiré de l'adversaire, les restes des munitions explosaient en chaîne dans un martèlement métallique sourd. L'imposante tourelle ennemie s'affaissa lourdement sur le flanc défoncé. Il n'y avait aucune joie. Le triomphe de la victoire n'existait tout simplement pas en tant que concept physique. À l'intérieur du blindé soviétique régnait un silence lourd, épais, absolument mortel. C'était le silence paralysant d'un anéantissement intérieur total. L'équipage étouffait lentement dans les gaz de tir concentrés. Le ventilateur de combat avait grillé depuis longtemps. Une fumée bleuâtre et toxique stagnait dans le compartiment exigu, brûlant les yeux enflammés jusqu'aux larmes de sang. Chaque nouvelle inspiration convulsive n'apportait qu'une douleur aiguë et tranchante dans les poumons calcinés. L'air s'était transformé en un mélange toxique et brûlant de poudre consumée, d'huile moteur évaporée, de câblage grillé et d'une odeur de sang humain. Le chargeur blessé s'effondra lourdement sur les genoux. Ses bottes usées glissaient désespérément sur le plancher strié, inondé de sang et jonché de douilles vides.
Les énormes douilles de laiton brûlaient cruellement la peau, même à travers le tissu épais du pantalon. Les doigts de l'homme étaient agités d'un tremblement ample et totalement incontrôlable. Le système nerveux venait de lâcher brutalement, de manière irréversible, après la tension extrême du combat frontal. Son bras gauche pendait inerte, sommairement enveloppé d'un bandage sale, à travers lequel le sang sombre suintait par pulsations lourdes. Le chargeur agrippa convulsivement de sa main droite valide le lourd écouvillon métallique. Il devait nettoyer le tube fumant du canon. C'était un réflexe musculaire aveugle, ancré à jamais. L'instinct d'un mécanisme qui se doit de continuer son travail à tout prix. Le métal de la culasse massive exhalait une chaleur insupportable et étouffante. Le chargeur râlait sourdement, étalant une sueur sale et âcre sur son visage noir de suie. Ses mouvements saccadés avaient perdu tout sens. Il ne restait que la mécanique primaire, nue. Il enfonçait avec force la longue tige dans le gouffre incandescent, s'écroulant de tout son torse sur les culots brûlants des douilles. La douleur des brûlures vives n'était même plus enregistrée par son cerveau humain épuisé. La monstrueuse décharge d'adrénaline retombait rapidement, ne laissant derrière elle qu'une fatigue de plomb à briser les os. Les muscles de l'équipage étaient figés par une crampe froide et douloureuse. Les cœurs battaient de manière irrégulière, avec des ratés lourds et effrayants. Un sifflement continu, aigu et perçant, résonnait dans leurs oreilles. Les dizaines d'impacts directs des lourds obus ennemis sur leur propre blindage n'étaient pas restés sans conséquence. Chaque ébranlement de la caisse en acier moulé de plusieurs tonnes se répercutait par des micro-ruptures dans les vaisseaux cérébraux. L'équipage souffrait d'une commotion collective gravissime. Du nez et des oreilles du tireur, un sang sombre et épais continuait de sourdre lentement, tombant en gouttes lourdes sur les verres brisés des instruments d'optique. Il n'essayait même pas de l'essuyer. Ses mains ensanglantées étaient simplement retombées, impuissantes, des volants de pointage. Ses doigts étaient recroquevillés de manière surnaturelle. Le pilote mécanicien Gromov était assis en bas, le front brisé, collé contre le métal froid du tableau de bord. Ses larges épaules tremblaient de petits spasmes convulsifs, au rythme du moteur tournant au ralenti. Il était physiquement incapable de desserrer ses poings, rivé au levier de direction en acier. La peau de ses paumes calleuses avait éclaté, mettant à nu la chair vive et pulsante. Au cours de ces minutes interminables et poisseuses, une prise de conscience terrifiante et cristalline de leur véritable rôle dans ce gigantesque hachoir s'imposa aux tankistes. Ils avaient définitivement cessé d'être des hommes. Ils n'avaient plus de nom propre, plus de passé personnel, ni le moindre futur. L'humanité s'était entièrement consumée, sans reste, dans le brasier de ce combat rapproché dément. L'équipage était devenu l'appendice muet et fonctionnel d'un char lourd. Il n'était plus que les instruments biologiques d'une machine de guerre impitoyable. De simples consommables, destinés à assurer le fonctionnement ininterrompu du canon de 122 mm et du moteur diesel. Leur propre vie n'avait absolument aucune valeur intrinsèque à l'échelle du front. Seule comptait la ligne de défense forcée et l'ennemi d'élite anéanti. Tous les sentiments humains s'étaient atrophiés par inutilité. Il ne restait que la fonction brute, animale, de survie et de destruction. Cette pensée ne provoquait pas la moindre peur. Elle n'apportait qu'un vide absolu, glacial. Leurs âmes étaient calcinées jusqu'à la racine. À l'extérieur, la guerre continuait de faire rage.
La position sur la place à découvert restait mortellement dangereuse. Le brouillard épais de l'automne se mêlait intimement à la fumée noire et âcre des blindés allemands en flammes. L'artillerie ennemie invisible continuait de pilonner aveuglément les quartiers dévastés de Königsberg. Autour d'eux, les explosions d'obus de mortier errants de 120 mm tenaient lourdement. Des éclats tranchants lacéraient les pavés dans un sifflement strident et prolongé, frappant avec fracas le blindage moulé soviétique mutilé. La terre sous les lourdes chenilles tremblait continuellement de légers soubresauts. Mais à l'intérieur de la boîte d'acier estropiée régnait un silence de mort, paradoxal et sinistre. Les hommes restaient simplement assis dans la pénombre, écoutant leur propre respiration saccadée et haletante. « Des obus, il n'en reste que 3, murmura le tireur, d'une voix presque inaudible, de ses seules lèvres exsangues. Sa voix se brisa en un râle rauque et douloureux. « Je sais, » répondit tout aussi bas le commandant Sokolov, les mâchoires serrées. Chaque mot prononcé exigeait un effort physique colossal. Parler n'avait aucun sens. Tous comprenaient parfaitement la situation, sans un bruit superflu. La ligne était percée. L'ennemi était détruit. Le char était gravement endommagé par de multiples impacts. L'équipage était totalement épuisé, physiquement et moralement. Le blindage n'en peut plus. Les soudures lâchent. Parvint d'en bas le chuchotement sourd et surnaturel de Gromov. « On attend », trancha brièvement le commandant, sans ouvrir ses yeux enflammés. Ils se figèrent dans l'attente du prochain ordre ou d'un obus fortuit qui mettrait un point final à leur guerre personnelle. À l'intérieur du char, il n'y avait pas de héros. Il n'y avait que des hommes, mortellement fatigués, ayant accompli leur sale et lourd travail. Un claquement sourd retentit dans le compartiment moteur. Une fumée épaisse et âcre jaillit instantanément dessous la cloison blindée. Le feu avait atteint avec avidité les réservoirs de carburant percés. Le gasoil s'enflamma. La température dans le compartiment de combat exigu grimpa jusqu'à une limite insupportable. La chaleur commença à dévorer rapidement les maigres restes d'oxygène. La machine mutilée agonisait. Les flammes se rapprochaient inéluctablement du râtelier d'obus explosifs. La détonation des munitions restantes n'était plus qu'une question de secondes. Il était catégoriquement impossible d'attendre. « Évacuez le char, vite !» croissa sèchement Sokolov, arrachant son casque de tankiste de sa tête. L'équipage s'arracha de ses sièges brûlants. Les muscles raidis, contractés par des crampes violentes, refusaient d'obéir. Le tireur frappa de toute la force de son épaule droite la lourde trappe d'acier de la tourelle. Le métal épais céda dans un grincement. Le vent froid de l'automne s'engouffra à l'intérieur dans un rugissement chargé de poussière de ciment et d'odeur de brûlé. Le chargeur blessé gémit sourdement. Son bras gauche, transpercé par l'éclat, était définitivement paralysé. Sokolov le saisit brutalement, sans ménagement, par le col de sa vareuse imprégnée de sang. D'un seul coup puissant, le commandant hissa le corps inerte sur le blindage extérieur. Gromov s'extirpa par la trappe avant du pilote. Il s'écorcha le visage jusqu'au sang contre le métal brûlant du glacis. Les tankistes roulèrent lourdement sur le blindage pour tomber sur le sol jonché de briques cassées. Derrière eux, les flammes à l'air libre se mirent à hurler d'une manière viscérale et terrifiante. Le char s'était instantanément transformé en un gigantesque four ardent. L'air au-dessus de la place dévastée se déchira brusquement. Les servants de mortier allemands avaient rapidement repéré le secteur. Une série de claquements sourds et lointains fut suivie d'un sifflement croissant et perçant. Les lourds obus de mortier de 120 mm commencèrent à broyer méthodiquement les pavés. « À couvert! En avant, par bond! Allez !» hurla Sokolov. Haletant, les tankistes se jetèrent dans l'épais voile gris du brouillard.
Leurs bottes usées s'enfonçaient dans des cratères profonds. Leurs poumons encrassés par le tabac brûlaient comme du feu. Chaque inspiration convulsive résonnait comme une douleur aiguë dans la poitrine. Des éclats d'acier lacéraient les murs de pierre autour des hommes en fuite dans un sifflement hideux. Une nouvelle explosion proche projeta l'équipage exténué sur la terre froide. Gromov se frappa violemment le visage contre un morceau de fer à béton rouillé sortant du ciment. La terre sous leur ventre tremblait sensiblement. Une vague d'air brûlant leur balaya le dos. Le fracas de l'explosion interne monstrueuse de leur propre char, derrière eux, finit d'assourdir les tankistes. La tourelle en acier moulé de plusieurs tonnes fut arrachée de son puits dans un grincement atroce. L'onde de choc dispersa des morceaux de métal incandescents sur des dizaines de mètres. Il n'y avait plus de retour possible. Leur fidèle carapace d'acier avait cessé d'exister en une fraction de seconde. Il ne restait que cette course épuisante à travers les ruines fumantes de Königsberg. Ils rampaient sur le ventre, sur des débris de verre. Ils se cachaient derrière les carcasses rouillées de camions brûlés. Le chargeur blessé laissait derrière lui, sur les pierres, une épaisse trace de sang. Après 40 minutes d'une retraite exténuante et ininterrompue, les contours brisés des tranchées soviétiques de première ligne surgirent enfin du brouillard. Les unités d'infanterie accueillirent les tankistes sortis de l'enfer par un silence lourd et méfiant. Le poste de commandement du bataillon de chars était installé dans la cave humide d'un bâtiment miraculeusement épargné. L'air y sentait fort le moisi et le tabac bon marché. Sokolov se laissa lourdement tomber sur une caisse en bois. Sa main droite serrait convulsivement un crayon chimique. Le commandant remplissait méthodiquement une feuille de rapport standard. Il consignait sèchement, sans la moindre émotion, la chronologie brutale du combat passé. La percée dans la nasse de feu, l'anéantissement de l'embuscade allemande, le choc brutal contre les chars moyens, le duel frontal de position contre le char lourd d'élite ennemi, la manœuvre signature, le tir précis à bout portant. Chaque mot écrit coûtait un effort colossal. La commotion cérébrale pesait sur son cerveau comme une presse de plomb invisible. Soudain, la porte lourde grimaça. 3 hommes descendirent sans bruit dans la cave faiblement éclairée. Des uniformes impeccablement propres, repassés, aucune suie, aucune boue. Les regards froids et perçants des officiers du contre-espionnage militaire. Les hommes de la section spéciale travaillaient vite et avec une brutalité extrême. La manœuvre incroyable d'un char lourd isolé dans les lignes arrière de l'ennemi avait attiré une attention immédiate et indésirable. « Le rapport sur la table, capitaine », dit d'une voix plane, dénuée d'intonation, le chef du groupe. Sokolov fit glisser sans mot dire la feuille griffonnée vers le bord de la table. L'officier parcourut rapidement des yeux le texte serré. Les muscles faciaux du major ne tressaillirent même pas. Ce combat n'a jamais eu lieu. L'officier du contre-espionnage plia soigneusement le papier en deux et le rangea dans sa sacoche de cuir. Le duel dans le brouillard n'existe pas. L'embuscade allemande a été écrasée par notre artillerie lourde. Vous avez perdu la machine qui vous était confiée sur une mine anti-char. On a cramé leur as à bout portant, croissa le tireur, essuyant rageusement le sang séché sur son menton. Silence! L'officier ne tourna même pas la tête vers lui. Les détails de l'opération sont strictement classifiés à partir de cet instant. Signez le formulaire de non-divulgation du secret d'État. Sinon, vous passerez immédiatement devant le tribunal militaire pour perte volontaire de matériel de guerre précieux. La discussion était absolument inutile.
La vérité du terrain venait de se briser instantanément contre la réalité cynique des rapports d'état-major. Les documents furent confisqués à jamais. Les marques sur les cartes furent impitoyablement effacées. L'expérience unique de survie et de destruction d'un ennemi d'élite s'avérait ne servir strictement à personne. La bureaucratie fonctionnait à la perfection. Elle effaçait les hommes vivants plus vite que les obus perforants ne déchiraient l'épais blindage d'acier. L'équipage fut conduit brutalement à l'extérieur. Un vent vif les glaçait jusqu'aux os à travers leurs vareuses roussies. Dans la cour du quartier général se trouvait un char moyen absolument neuf. Pas une égratignure, pas la moindre trace de suie ou de sang. Une machine étrangère, tout juste arrivée de la base de réparation. Près des chenilles, un photographe d'état-major s'agitait avec un appareil encombrant. « Rapprochez-vous, camarades! Souriez! Vous êtes des héros !» commanda joyeusement le photographe. 4 hommes épuisés s'alignèrent lentement devant le blindage d'autrui. Leurs visages ressemblaient à des masques mortuaires. Leurs yeux vides regardaient à travers le photographe affairé. Les regards des tankistes étaient fixés à jamais dans le vide de la ville calcinée. Gromov cachait instinctivement ses mains mutilées derrière son dos. Le chargeur blessé tenait à peine debout, l'épaule appuyée contre un galet de roulement. Sokolov fixait l'objectif d'un regard lourd, sans ciller. Un flash éclatant aveugla l'équipage pendant une fraction de seconde. La chronique aride de l'état-major venait de fixer l'image correcte pour les journaux. La véritable histoire resta gisant dans un coffre métallique verrouillé. L'héroïsme des professionnels s'était transformé en un mince papier gris. L'équipage se dissout à jamais dans la masse des infinies compagnies de marche. Mai 1945. Berlin dévasté. Les pièces lourdes tonnent dans le ciel printanier avec des charges à blanc. Les gigantesques éclats jaunes des salves de la victoire déchirent cruellement l'obscurité nocturne au-dessus de la carcasse noircie du Reichstag. La prise de la capitale ennemie mettait fin à la grande boucherie. Les rues sont bondées de gens qui crient et pleurent. Le métal brûlant de la guerre gigantesque commençait enfin à refroidir lentement. Les moteurs de milliers de machines lourdes s'étaient tus. Le fracas des chenilles d'acier avait laissé place au bourdonnement continu des voix humaines. Une victoire grandiose recouvrait le continent supplicié. Mais à l'intérieur du capitaine Sokolov régnait un silence absolument mort, sourd. La grande fête passait à côté, sans effleurer ces hommes calcinés de l'intérieur. L'équipage du monstre de 46 tonnes avait été sèchement dissous par un ordre bref de l'état-major du front dès l'hiver. La machine bureaucratique militaire avait impitoyablement broyé ce mécanisme vivant unique et parfaitement huilé en pièces détachées inutiles. Les héros s'étaient dissous dans la masse infinie et anonyme des soldats démobilisés. Ils avaient simplement disparu. Rejetés sur le bas-côté du temps de paix, sans une seule décoration pour cette percée impossible à travers la brume mortelle de l'automne. Le pilote mécanicien Gromov retourna à l'usine de tracteurs. Ses mains mutilées, couvertes de profondes cicatrices déchirées, brisaient sans le vouloir les leviers fragiles des machines civiles. Sa mémoire musculaire exigeait constamment la résistance rigide des leviers de direction. Un tic nerveux agitait continuellement sa joue gauche. Le chargeur reçut un certificat médical laconique et standardisé de l'hôpital. Son bras gauche s'était desséché pour toujours. Il pendait comme un membre inutile, après avoir été profondément sectionné par un éclat brûlant de son propre blindage frontal. Le tireur devenait lentement, inéluctablement aveugle. Ses rétines n'avaient pas résisté aux dizaines de commotions graves. Les vaisseaux sanguins
avait éclaté sous l'effet des variations de pression extrêmes dans la tourelle enfumée. Sokolov retira simplement ses épaulettes délavées. Pas de défilé, pas d'étoiles d'or, pas de promotion. Le système les avait sèchement rayés des listes des vainqueurs vivants. Les rapports détaillés du capitaine sur le duel de chars unique en Prusse orientale ne quittèrent jamais les coffres-forts gris du contre-espionnage militaire. Les papiers contenant les calculs mathématiques précis des angles de pénétration disparurent. La description de la manœuvre de rotation suicidaire, juste avant le tir ennemi, fut immédiatement confisquée. La tactique d'anéantissement de l'as allemand d'élite fut effacée des mémoires. La vérité du terrain représentait une menace directe pour les rapports d'état-major lisses et corrects. La destruction d'une embuscade préparée d'un ennemi supérieur par une seule machine endommagée violait brutalement tous les règlements en vigueur. L'appareil bureaucratique détestait de telles anomalies dangereuses. L'anomalie devait être liquidée. Elle fut effacée de la réalité officielle, simplement et banalement. La nuit, son système nerveux mutilé lâchait prise de manière brutale et incontrôlable. Sokolov se réveillait en sursaut sur un lit trempé de sueur froide. Le silence poisseux de la chambre étroite était instantanément déchiré par le grincement assourdissant et tranchant du métal qui se déchire. Ses narines aspiraient avidement l'odeur fantôme et étouffante de la suie de poudre âcre. Dans sa gorge restait le goût persistant du sang humain versé et de la limaille de laiton incandescente. « Cible en vue! Perforant! Feu !» Les répliques sèches et hachées de l'équipage fantôme résonnaient distinctement dans son cerveau enflammé. Les muscles de son dos se contractaient par réflexe, jusqu'au craquement des vertèbres, dans l'attente du choc cinétique monstrueux de l'obus ennemi. Le pouls cognait furieusement dans ses tempes, rompant les capillaires. Mais autour de lui, il n'y avait que le vide oppressant et aveugle de la nuit de paix. Les instincts de tueur, forgés dans la boîte d'acier brûlante sous les feux croisés, s'avéraient absolument inapplicables ici. Ils continuaient de mener leur combat infini et muet dans une solitude totale et sans issue. L'adrénaline empoisonnait le sang, ne trouvant aucune sortie. Plusieurs décennies plus tard, rien n'avait changé. Les massives portes de fer des archives militaires centrales gardaient fidèlement leurs secrets. Des rangées infinies et faiblement éclairées de hautes étagères de métal gris et froid. Des millions de dossiers cartonnés standards. Des tonnes de papier jauni tombant en poussière. L'air dans ces bunkers de béton restait toujours sec, glacial et absolument immobile. Le papier ne gardait aucun souvenir de la chaleur insupportable des flammes de gasoil qui faisaient fondre la peau. Le papier ne hurlait pas sous la douleur sauvage des muscles déchirés par les éclats d'acier. Le papier ne se vidait pas de son sang sombre et épais sur le plancher strié du compartiment de combat. Le papier supportait tout. Leur maîtrise incroyable, hors norme, n'était resté qu'un ensemble de lignes dactylographiées sèches. Les instincts animaux qui avaient brisé, lors d'un choc frontal, le blindage d'élite impénétrable du char noir, s'étaient transformés en une encre terne. Personne ne sut jamais comment 4 hommes épuisés, étouffant dans une fumée toxique, avaient fait basculer le cours d'une offensive de front tout entière. Personne n'étudia leurs manœuvres d'esquive suicidaires dans les vastes amphithéâtres des académies militaires d'élite. Personne n'apporta de fleurs sur le lieu de leur char déchiqueté par l'explosion interne sur une place anonyme. La machine d'État avait simplement enjambé ses chiens de guerre les plus efficaces, les plus impitoyables. Elle les avait enjambés et avait continué sa route sans ralentir. L'oubli s'avéra plus terrible que n'importe quel obus perforant ennemi.
Ils tuaient lentement, sans laisser de blessures physiques visibles sur le corps. Le claquement métallique sourd et sec d'un verrou d'archive qui se ferme. L'armoire de fer numéro 248. L'étagère la plus basse, la plus sombre. Le coin gauche au fond. Un dossier gris, mince et insignifiant, fait d'un carton bon marché et cassant. Des trombones d'acier rouillé mordent fermement, implacablement, les pages vétustes du rapport du commandant de chars lourds. Sur la face avant de la couverture, juste sous une couche épaisse et impénétrable de poussière funéraire accumulée depuis des années, apparaît distinctement une empreinte rectangulaire. Un tampon administratif froid et impitoyable. Des lettres violettes délavées sont violemment frappées dans le papier gris. Une mention stricte. À conserver à perpétuité.